Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ligne rouge, votre émission d'entretien à bâton rompu, malgré quelques minutes de retard à l'allumage, a bel et bien droit de citer ce soir. Au menu de cette édition, nous parlerons de cette session tenue le 17 août 2020 à Yaoundé, où le président de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, Peter Mafani Moussongé, a annoncé des actions en vue de l'éradication des gangrènes sociales que sont le repli identitaire et le discours haineux. Mais ne faut-il pas passer à la phase coercitive pour stopper ce sentiment de narcissisme et ces propos trempés au vitriol? L'avis de notre invité ce soir, femme politique, compte. Dans une correspondance publiée le 18 août 2020 et destinée aux gouverneurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre de l'administration territoriale, Paul Latangandi, soumet l'achat des machettes, haches et fer en béton à une autorisation préalable du sous-préfet territorialement compétent. La mesure conservatoire vise à éviter l'usage de ces matériels comme armes blanches par les séparatistes. Que pense notre hôte ce soir de cette mesure et surtout de la recrudescence des actes barbares dans ces deux régions en crise? Selon des informations puisées au ministère des Finances, les autorités camerounaises ont préparé un nouveau modèle d'entreprise pour la Banque des petites et moyennes entreprises dans le cadre du programme économique avec le Fonds monétaire international. L'État camerounais projette en effet donc de recapitaliser cet établissement bancaire, quasiment à la faillite, seulement 5 ans après son fonctionnement. Le regard de notre convive ce soir, récemment titulaire d'un Master of Business Administration sur la gestion de la BC des PME, sera recueilli. Dans une récente étude portant sur un échantillon de plus de 250 entreprises, le groupement interpatronal du Cameroun affirme que 96,6% des entreprises du pays sont impactées négativement par le coronavirus. Selon le patronat camerounais, des filières économiques entières comme celle de la tomate ou encore de l'hôtellerie sont totalement en crise. Quelle est l'ampleur des dégâts? Parole ce soir à une actrice sectorielle. D'ailleurs, en raison de cette pandémie, le Cameroun a suspendu les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Le pays de Paul Biya s'abrite ainsi derrière les clauses de sauvegarde contenues dans l'article 31 des accords de l'APE. Notre hôte ce soir, qui est une créatrice de richesse, réagira également à cette actualité. Enfin, on a appris cette semaine que le Fonds monétaire international encourage le Cameroun à adopter une loi contre la corruption. S'agit-il d'une alerte de l'institution de Bretton Woods sur la gestion des finances publiques au Cameroun? Comment stopper ou atténuer ce fléau? Question à notre invité, biaïste pur jus, ce soir. En deuxième dossal, nous évoquerons le programme gouvernemental Youth Connect Cameroun, les enjeux et les objectifs avec notre hôte qui est ambassadrice de ce programme gouvernemental. Les politiques publiques pour l'emploi au Cameroun seront scrutées de près, l'engagement politique des femmes et les avancées et les défis liés à l'application du protocole de Maputo ratifié le 28 mai 2009 sur le droit des femmes par le Cameroun passera également au peigne fin ce soir. Voilà pour le menu de cette livraison de la ligne rouge sur Info Télévision. À présent, nous découvrons le profil de l'invité. Ce sera après ce léger break. À tout de suite.
Retour dans ce studio d'Info TV pour cette livraison de la ligne rouge ce soir. Françoise Pouené, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Je voudrais qu'on commence avec les questions d'actualité, Françoise Pouené. Peter Mafali Moussangari a en effet annoncé des actions pour éradiquer les deux gangrènes sociales que sont le repli identitaire et les discours de haine. Face à ces deux fléaux, ne faut-il pas durcir le temps et passer à la phase coercitive? Merci beaucoup. Déjà, je tiens à saluer les mesures que le gouvernement ne cesse de prendre, y compris la décision de décembre 2019 qui a été validée par l'Assemblée nationale contre le tribalisme. Mais ce que je vais dire d'entrée dans le jeu, c'est que ces problèmes de repli d'identité me choquent moi aussi énormément, ne croyez pas. Parce que cela se traduit surtout dans les secteurs les plus sensibles. Parce que quand vous allez à l'hôpital pour vous faire consulter, on commence par vous poser des questions, à savoir vous êtes de quelle ethnie, vous êtes de quelle région, vous êtes de quel village. Et ça est également dans un autre secteur beaucoup plus sensible qui est l'éducation. Et moi, personnellement, ça me dérange. Parce que quand nous étions tout petits et que nous allions à l'école, il y avait des anglophones, il y avait des gens qui venaient du littoral, du sud-ouest, mais on ne connaissait pas qu'ils venaient d'ailleurs. On était tout simplement des Camerounais. Donc ces problèmes de repli identitaire, c'est quelque chose de très sérieux. C'est très sérieux, mais je crois que depuis quelques temps, depuis quelques années, certains Camerounais entretiennent cela pour continuer toujours à diviser les Camerounais. Vous les avez identifiés, ces groupes de Camerounais, ces Camerounais qui entretiennent ce repli identitaire et qui... Mais ils sont connus. Ils sont connus. Moi, je dirais même que même le tribalisme, c'est le fonds de commerce des autres. C'est leur fonds de commerce. Parce que, M. Sanjan, ce problème de tribalisme ne naît pas d'aujourd'hui. Ils ont créé ça progressivement. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, ça a franchi le Rubicon que les uns et les autres ressentent cette division, cette volonté de certains Camerounais à diviser les Camerounais. Mais je puis vous assurer que, en général, les Camerounais veulent vivre ensemble. Ne croyez pas. Et je pense même qu'ils sont déterminés à vivre ensemble. Je ne crois pas que cette minorité-là va réussir à distraire et à diviser les Camerounais. Je ne crois pas. Ça va être très difficile pour qu'ils y arrivent. Françoise Pouené, des pays comme le Rwanda ont été endeuillés par ces propos trempés au vitriol. En 1994, le bilan officiel faisait état de plus d'1 million de morts. Est-ce que sur cette question épineuse, vous n'avez pas le sentiment que le gouvernement fait preuve de laxisme? Moi, je ne vais pas dire que le gouvernement fait preuve de laxisme, mais je vais dire que tout le monde est conscient de l'inertie du Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est depuis pratiquement 92 qu'a commencé progressivement cette tentative de diviser les Camerounais. C'est depuis 92. Et avec l'inertie des uns et des autres, on a laissé faire. Avez-vous identifié à ce moment précis les responsables ou les artisans de ce sentiment de haine et de ce discours tribal? Moi, je ne vais pas aujourd'hui commenter à doigter les uns et les autres. Parce que quand je dis que les uns et les autres font du tribalisme, leur fonds de commerce, mais on les connaît. C'est pas à moi de venir maintenant les juger sur votre plateau. On les connaît, ceux-là, qui font du tribalisme, leur fonds de commerce, et ils entretiennent ce tribalisme. Mais je crois que les Camerounais sont suffisamment intelligents. Ils ne vont pas les laisser faire. Mais c'est seulement qu'aujourd'hui, avec
les différentes crises, les Camerounais sont beaucoup plus fragilisés. Peut-être, comme ils sont fragilisés, ils vont réussir à atteindre certaines couches vulnérables. Mais je ne crois pas qu'ils peuvent réussir. Faut-il sévir? Je crois. Je crois, c'est pour ça que quand vous lisez l'article 241 du Code de procédure pénale, cet article vise justement à sévir toute cette manœuvre. Bon, mais maintenant, aller jusqu'à les dénicher, c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce qu'ils sont toujours, ils sont tapis sur l'ombre. Alors cette mission qui est celle de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, dans le sens d'une sorte de sensibilisation, vous avez le sentiment que cette commission peut réussir à faire entendre raison à ces Camerounais qui continuent à propager justement ce discours de haine-là? Moi, je dis que cette commission est là depuis quelque temps, mais je pense qu'ils sont à pied d'œuvre. On va dire, les résultats ne se ressentent pas encore. Mais je me dis, il faut encore leur laisser peut-être un peu du temps. Parce que jusque-là, on ne ressent pas encore, les résultats ne sont pas encore visibles. Pour sortir de cette mission de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, l'on a appris également cette semaine que cette commission entend se déployer à travers la constitution de 13 équipes dans les ministères pour évaluer l'effectivité de l'implémentation du bilinguisme. Vous êtes proche de quelques ministres de la République. Vous avez l'impression que quand vous y allez, on parle parfaitement anglais et français? Non, dans la zone francophone, non, vous le savez très bien. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Déjà parce que les francophones n'arrivent pas à parler anglais. Parce que they don't have to make mistake. There's these English people that speak French quickly because they don't care if they have mistake, no problem. So I think it's very difficult to speak English here. So in all the ministers here, they speak only French. Tout le monde ici parle français, tout simplement. C'est quasiment mission impossible. C'est pas impossible. De faire parler c'est pas impossible. Vous avez vu comment le Rwanda s'est transformé en quelque temps. C'est pas impossible. Moi, je crois que c'est un problème de culture, mais c'est aussi la détermination. Comme vous avez dit tout à l'heure à l'entrée en jeu, je viens d'avoir mon business, mon MBA. C'est de la détermination parce que je ne suis pas restée derrière ce mur de conformisme en me disant mais à quoi va me servir un MBA. Mais aussi les francophones se disent mais si je parle anglais aujourd'hui, à quoi me sert l'anglais? Donc c'est en quelque sorte le conformisme. Je pense qu'il est temps qu'ils sortent derrière ce mur de conformisme et qu'ils se déterminent à rendre le bilinguisme effectif. Je voudrais qu'on dise un mot à présent sur l'usage contrôlé des armes blanches dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Cette semaine, certaines femmes ont battu le pavé à Yaoundé pour exprimer leur colère devant la représentation diplomatique des États-Unis suite à l'assassinat de 2 concitoyennes dans les régions sus-évoquées. Quelle est l'appréciation que vous faites de la recrudescence des actes barbares dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun où on est passé à la phase de décapitation quasiment? Oui, moi je ne vais pas rentrer en profondeur dans ce sujet parce que je ne connais pas vraiment les teneurs et les aboutissants. Mais tout simplement, je vais dire que la manifestation de ces femmes a été saluée de ma part parce que c'était une manifestation pacifique. Parce qu'il faudrait que les gens, les uns et les autres, apprennent à supporter ce genre de manifestation, surtout quand elle est pacifique. Je crois qu'elles avaient des messages à faire entendre ces voix et elles l'ont fait. Donc je crois que pour ma part, ce que j'ai apprécié, c'était très, très pacifique. La mesure du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi vise à soumettre l'achat des machettes, des haches, mais également des fers à béton
à une autorisation préalable de l'autorité territorialement compétente. À votre avis, vous pensez que la mesure qui est celle qui a été annoncée à travers une correspondance adressée au gouverneur de ces deux régions évoquées peut atténuer ces actes de violence observés dans ces régions-là? Je ne sais pas, mais parce qu'on n'a pas toujours exécuté les gens dans cette zone-là seulement avec les machettes, seulement qu'avec les houes, seulement qu'avec les barres de fer. Je crois qu'ils ont d'autres instruments, tels que même les fusils. Donc je crois que c'est un mal qui est assez profond et qui perdure en fait. Parce que là, on va bientôt à 4 années. Ça commence à être très long. Je pense que toutes ces mesures sont saluées. Mais est-ce que ça va apporter les fruits? C'est ça la question. Est-ce que cette restriction, est-ce qu'on va maintenant empêcher un planteur d'acheter la machette pour aller faire son champ? Est-ce qu'on va empêcher une femme maintenant d'acheter la houe pour aller sillonner sa plantation? C'est ça que je n'arrive pas à bien comprendre. Est-ce qu'on va empêcher celui qui veut construire sa maison d'acheter le fer à béton? Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut bien réfléchir. Il faut prendre des décisions qui peuvent impacter. Parce que demain, vous allez maintenant entendre que une machette maintenant, parce que ça a maintenant aussi devenu la spéculation. Vous allez bientôt maintenant entendre qu'une machette va coûter, au lieu de 3 000, 8 000 ou 10 000. Parce que les uns et les autres vont rentrer dans la spéculation. Donc, je ne sais pas, mais je ne crois pas que ça peut impacter. Parlons d'économie et de finances également à présent. Un projet de recapitalisation de la BCDPME, la Banque des petites et moyennes entreprises, est donc en gestation. Vous êtes créatrice de richesse. Que pensez-vous de la Banque des petites et moyennes entreprises? Mais je vais vous dire, cher ami, très franchement, quand on a créé cette banque de petites et moyennes entreprises, moi j'étais très intéressée. Je pensais que cela pouvait donner de l'oxygène effectivement aux PME. Mais je me suis rendu compte qu'eux aussi, ils sont dans les conditions de toutes les banques classiques. Donc, je ne vois pas en quoi était la différence entre les autres banques et cette banque qui demandait les mêmes conditions pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Quand j'étais très intéressée, parce que je me disais, enfin, les PME vont finalement avoir de l'issue. Parce que vous savez bien, M. Sandjan, quand on dit qu'il faut créer les richesses au Cameroun, quand on dit qu'il faut mettre l'accent sur les petites et moyennes entreprises, sur la création des richesses, quand on crée une banque comme la banque de PME, moi je pensais que les conditions allaient être différentes. Mais les conditions n'étaient pas différentes. Parce que je pensais que la banque de PME venait remplacer, se substituer en quelque sorte au FOGAP, le fonds de garantie qu'avait l'État à l'époque pour accompagner les PME. Parce que vous voyez, quand on demande aux jeunes de s'investir dans l'initiative privée, ils peuvent faire comment? Je ne vois pas comment les jeunes peuvent faire. C'est pour ça que le chômage va bientôt exploser. Parce que les jeunes sont abandonnés un peu à eux-mêmes sur ce plan-là. Parce que quand un jeune qui sort de l'université et qui a son start-up, qui a son projet, la seule garantie que la banque demande, c'est le titre foncier. Ce jeune trouve le titre foncier où? Donc, je vois que c'est assez difficile. Bon, maintenant, ils disent qu'ils sont en faillite. Ça, moi, je ne sais pas s'ils sont en faillite parce que je n'ai pas été dans leurs statistiques. Alors. Mais vraiment, cette banque de PME, ça m'a beaucoup déçu, moi personnellement, parce que j'avais fondé beaucoup d'espoir là-dessus pour sortir les jeunes du tréfonds de la pauvreté. J'aimerais que vous analysiez un tout petit peu le rapport d'août 2020 du Fonds monétaire international sur l'économie camerounaise et spécifiquement justement sur cette banque qui a besoin de capital. On parle de pratiquement 5 milliards de pertes en l'espace de 5 années, alors que les responsables de la dite
banque nous avait annoncé une augmentation du capital de 10 à 20 milliards de francs CFA. Vous arrivez à comprendre qu'une banque comme celle-là soit aujourd'hui en difficulté après une telle annonce? Moi, je pense que tous ces bailleurs de fonds ne nous aident pas du tout. J'ai fait un petit statistique il y a quelque temps, l'année dernière, pour essayer de comprendre. Et je me suis rendu compte que l'argent que les Camerounais de la diaspora envoient au Cameroun par Western Union, par Orange Money, par d'autres moyens, dépasse largement l'aide au développement qu'apportent tous les différents bailleurs de fonds réunis. C'est pour ça que je vais jusqu'à me poser des questions. Je me demande s'il n'est pas temps de changer de fusil d'épaule, réfléchir autrement, reconsidérer même ces Camerounais de la diaspora qui envoient tant d'argent au Cameroun et qui en perdent tant dans les envois. Parce que quand vous voyez une entreprise comme Orange, qui aujourd'hui fait Orange Money, mais quand Orange est venu au Cameroun, c'était pour faire la téléphonie. Mais aujourd'hui, Orange ne fait plus que de la téléphonie. Ils sont déjà banques. Et parce qu'ils ont ce flux des Camerounais à l'étranger qui transfèrent des masses d'argent importants au Cameroun. Et c'est pour ça que je me demande s'il ne faut pas changer de fusil d'épaule, réfléchir autrement, réorganiser autrement. Parce que moi aussi, ne croyez pas, ça m'embête. Parce que je vois, on est dans un pays où c'est complètement un paradoxe, où les banques sont en surliquidité, où les Camerounais sont en manque d'argent. Je ne comprends pas. Ou quand vous allez à la banque, vous faites un dépôt. La banque va vous rémunérer à 1,5%. Et l'argent que la banque va prendre chez vous, il va donner à l'autre à 15-18%. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, M. Sandjon? C'est-à-dire que nous allions à la banque à deux. Vous souscrivez un bon de caisse. Ce bon de caisse est rémunéré à 1,5%. Et cet argent, moi, j'ai besoin. Et on va me donner cet argent contre 15-18%. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et les banques sont en surliquidité. Regardez comment les Camerounais manquent de l'argent. Pourtant, pour certains, même, ils ont même des projets bancables. Est-ce qu'un projet mais la banque bancaire n'arrive pas à le pour une banque? bancariser. Oui, mais puisqu'ils ne veulent que les titres fonciers. Ils ne veulent que les titres fonciers. Et c'est pour ça que vous voyez, quand vous capitalisez les immeubles qui sont construits dans les quartiers comme les Nubel à Douala, les briqueteries à Yaoundé, où les terrains ne sont pas immatriculés, ce sont des capitales morts. Ce sont des capitales morts. Et donc, quand ils finissent d'investir, ils ne peuvent plus réinvestir. Puisque cet argent est enterré. Il ne peut plus faire la reproduction de cet argent. Donc, je pense qu'il y a un problème, M. Sandjon. Il faut revoir tout ça. Très bien. On va dire à présent un mot sur la crise sanitaire, la crise du Covid-19, en ayant pour référentiel ou pour référent le rapport du groupement interpatronal du Cameroun qui a dressé un rapport sur un échantillon de 250 entreprises pour constater que ces entreprises sont sérieusement impactées par la pandémie du Covid-19. On parle des filières tomates et celles de l'hôtellerie qui sont durement frappées par la crise du Covid-19. C'est un secteur que vous connaissez bien. Quelle est l'ampleur des dégâts et quelle est la situation réelle? Déjà, je vais vous dire, en 2018, j'ai créé un nouveau concept, un diplômé, un champ, pour essayer d'intéresser les diplômés à l'agriculture. Et on a financé environ 100 jeunes qui ont perdu toute leur production avec Covid,
Et ils étaient financés essentiellement sur la tomate et l'élevage des poulets de chair. Ils ont tout perdu. Parce que vous vous souvenez bien qu'avec l'arrivée du coronavirus, les frontières étant fermées, le producteur de tomates s'est retrouvé avec un cajou de tomates à 500 francs. Donc les gens étaient obligés d'abandonner les tomates dans les champs. Et ceux qui avaient les poulets de chair, avaient les frontières fermées, avaient les restaurants fermés, pour certains, ils ont même réussi à égorger certains de ces poulets qu'ils ont gardés dans les courants, dans le congélateur, même par manque de courant. Ils ont tout perdu. Ça, c'est la réalité. Et moi qui vous parle, moi, je suis complètement sinistrée. Je suis complètement sinistrée. Je suis partie de 75 millions de francs, 80 millions de francs de chiffre d'affaires par mois à zéro. Et ça dure depuis 4 mois. Ça dure depuis 4 mois. Moi, par élan de générosité, parce que je suis une mère de famille, j'ai laissé les portes ouvertes. Mais c'est jusqu'à quand? Parce que jusque-là, si l'État ne fait rien, si l'État ne nous vient pas en aide, on va finir par fermer les portes. Il n'y a rien à faire. Parce que moi, je suis à presque 200 emplois directs. J'ai dû faire que les employés travaillent à mi-temps. Mais jusque-là, je n'arrive pas à les payer. Seulement la charge de maintien de l'outil de production, c'est environ 25 à 30 millions de francs par mois. Je vais tenir jusqu'à quand? Je ne sais pas jusqu'à quand je vais tenir. Ça, c'est dans mon cas, personnellement. Je suis dos au mur. Je suis dos au mur. Je résiste parce que je me dis, il faut résister. Parce que les beaux jours sont à venir. Et je n'ai pas que le maintien d'outils de production. Je suis également dans le chantier d'extension de l'hôtel, dont je suis doublement frappée et doublement sinistrée. Le gouvernement a annoncé des mesures d'assouplissement pour atténuer les effets de cette pandémie. Est-ce que cela n'a pas produit des effets dans le secteur, par exemple, de l'hôtellerie dans lequel vous vous trouvez? Sinon, pourquoi? L'État a annoncé 19 mesures. Dans les 19 mesures, la seule mesure qui concernait le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en particulier, c'était la taxe de séjour. Mais la taxe de séjour est payée par le client. Si vous n'avez pas de client, il n'y a pas de taxe de séjour. Tout simplement. L'État a demandé à la CNPS de faire des moratoires. Mais quand on vous fait un moratoire, c'est pour que vous payez 2 mois, 3 mois après. Et si vous n'avez pas l'argent 2 mois, 3 mois après, vous faites comment? Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Moi, je pensais que l'État allait nous venir en aide pour le maintien de l'outil de production, pour accompagner les entreprises à payer les salaires. Vraiment, il ne faut pas aller chercher les sorciers pour ça. Il faut maintenir l'outil de production. Parce que quand même, on dit qu'il faudrait relancer. On ne peut pas faire la relance si on n'a pas maintenu l'outil de production. On relance quoi? Si à la fin, les entreprises n'existent plus, qu'est-ce qu'on va relancer? On ne peut pas faire on peut pas chercher des mesures de relance. Quelle solution? Mais c'est ça que j'ai dit. Il faut que l'État vienne en aide au secteur sinistré, tels que ces petits producteurs, tels que le tourisme en général et l'hôtellerie en particulier. Parce que quand je vous dis que je pars de 75 millions à 0 francs, comment je peux faire pour résister? Et ça dure. Et ça risque de durer encore. Parce que je pense que quand les gens parlent de l'ouverture des frontières, l'ouverture des frontières ne dépend pas des Camerounais. Les grands rendez-vous ne dépendent pas du Cameroun, tout simplement, non. Ça dépend de tous les autres. Et vous voyez qu'en France, aujourd'hui, on risque de reconfiner.
Donc ça risque de durer encore. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Les emplois qu'on a, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous ces jeunes. Moi, je les ai gardés jusque-là parce que je suis la maman, comme ils m'appellent. Je les paye à découvert que je prends tous les mois à la banque. Et quand le banque va arrêter de donner le découvert, qu'est-ce que je vais faire? Ça va s'arrêter, tout simplement. Je voudrais qu'on dise un mot à présent sur les accords de partenariat économique. Vous êtes au courant certainement que le Cameroun a évoqué la clause de sauvegarde contenue dans l'article 31 de cet accord, dans le but in fine, évidemment, de créer une zone de libre-échange à travers la suppression des barrières douanières. Que pensez-vous déjà de cet accord de partenariat économique qui est en vigueur depuis le jeudi 4 août 2016? Vous savez, les Africains, les Camerounais, ils mettent toujours un peu le chariot avant le bœuf. Parce que les gens parlent de libre-échange. Comment est-ce qu'on peut faire de libre-échange alors qu'on n'a même pas des infrastructures? Comment est-ce que ça peut s'opérer? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas comment quelqu'un va partir de Fumbot pour aller vendre la tomate à Marois. Comment il va faire? C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur Sanjon. C'est de ça qu'il s'agit. Et on est dans un pays où on importe tout. Tout. C'est pour ça que je crains. Chaque matin, quand je me lève, maintenant, je regarde vers le ciel. Je dis, mon Dieu, viens en aide au monde entier et au Cameroun en particulier. Parce que je me demande si ces crises perdues, comment on va faire? Parce que je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue. Regardez comment ça se ressent déjà sur le marché aujourd'hui, où certains produits n'existent même plus sur le marché. On demande de faire le libre-échange. Qu'est-ce qu'on va échanger? Qu'est-ce qu'on produit? Le bois, le cacao, le bois, le café. On va l'échanger comment? La banane. C'est maintenant qu'on pense qu'il faut l'échanger. Moi, je ne sais pas comment on va l'échanger. On va changer en billes de bois ou bien on va transformer. Je ne sais pas. Donc, je pense que ce modèle économique, il faut revoir ça. Et je pense que le président de la République en est très conscient et est très préoccupé. Il est très préoccupé. Et c'est pour ça, quand je dis ça, les gens disent, mais il est très préoccupé. Et pourquoi ça ne bouge pas? Je dis, mais mieux vaut tard que jamais. Parce que si vous regardez le mouvement de chef de l'État, à chaque fois, il va toucher ou l'économie ou les finances. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Vous voyez certains ministères qui restent... Pourquoi avoir signé cet accord, par exemple, si on se rendait compte que cela était contre-productif pour le Cameroun? Moi, je pense que ça ne peut pas produire. Mais on va voir. Parce que pour libre-échanger, il faut produire. Qu'est-ce qu'on va échanger alors? D'après vous, la tomate, les prunes, qu'est-ce qu'on va échanger? Parce qu'il faut produire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur l'agriculture. Vraiment, il faut mettre l'accent sur l'agriculture. Il faut mettre l'accent sur la transformation. On peut le faire. On peut le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de transformer la tomate? Vous avez vu l'usine qui a été abandonnée en Fumbot depuis des années. Qu'est-ce qui empêche d'exploiter cette usine? Vous connaissez combien de tonnes de riz le Cameroun importe par an? Qu'est-ce qui nous empêche de cultiver les riz même par quartier? Qu'est-ce qui nous empêche? Et vous n'y voyez pas la responsabilité du chef de l'État dans la signature de ces accords-là? C'est le chef de l'État, c'est lui qui doit faire quoi? C'est lui qui doit mettre en application tout ce que je vous dis là. C'est lui qui doit aller faire que l'usine de tomates... Qui a autorisé la signature des APE? C'est bel et bien lui, non? Oui, mais il a autorisé les accords de l'APE parce que lui aussi, il est en train de... Il cherche les voies et moyens. Il cherche les voies et moyens pour sortir les Camerounais dans les difficultés. Parce que je vous assure, s'il y a quelqu'un qui est soucieux des difficultés des Camerounais, croyez-moi, je suis une biaïste, c'est le président de la République. Restons justement là-dessus, Françoise Poney. Selon cet accord, très précisément, le démantèlement portait sur 3 groupes de produits. Des produits du premier groupe dont la vocation est de lutter contre la vie chère, les produits du deuxième groupe qui visaient à encourager la production locale,
et les produits du troisième groupe dont la vocation visait à protéger la production locale et les recettes publiques. Depuis le 4 août 2020, date anniversaire qui consacre le démantèlement tarifaire des produits du premier groupe, on n'a pas le sentiment au niveau du panier de la ménagère que cet accord ait servi à quelque chose. Vous estimez que le président se souciait vraiment du panier de la ménagère alors que les produits du premier groupe qui sont déjà passés en franchise de douane n'ont véritablement pas bénéficié à la ménagère. Vous avez le sentiment que le prix du riz a baissé sur le marché, le prix de la boisson a connu une fluctuation en baisse sur le marché. En quoi vous pensez que la signature de cet accord dans la projection ou dans la tête du chef de l'État, c'était en priorité parce qu'il se souciait des Camerounais? Oui, c'est ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que nous pouvons cultiver le riz au Cameroun et ne pas importer du riz et nourrir bien les Camerounais. Et ça peut se faire, même par région. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand les frontières sont ouvertes, comment on le fait? Puisqu'on a décidé d'avoir un couloir d'échange avec des pays de l'Union européenne alors qu'on n'a pas les outils de production et de transformation. Mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Nous pouvons importer, mais nous ne pouvons rien exporter sauf le bois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la banane peut-être. C'est tout ce qu'on a, qu'on peut exporter. Pourtant, Monsieur Sanjo, mais on peut faire... Mais vous savez, le Cameroun, l'Afrique, mais c'est une terre promise. Imaginez que le Cameroun décidait aujourd'hui de moderniser l'agriculture. Mais ça va exploser. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ces accords, aujourd'hui, vous allez voir, ça ne peut pas nous servir. Il faut amener les Camerounais à la terre, à cultiver et les aider à transformer. C'est pour ça quand je vois les jeunes, quand vous voyez un jeune maintenant, vous demandez qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Moi, je vais être un ingénieur informaticien. C'est pour faire quoi? C'est ça. C'est ça, alors qu'on arrive à rien transformer au XXIe siècle. Mais c'est grave. Pour moi, c'est grave. C'est grave. Et on ne peut... Vous savez que j'ai l'habitude de dire, mais les grands pays, quand vous lisez l'histoire des grands pays, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis l'accent sur les petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, la jeunesse est tellement fragilisée. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais l'ambassadrice de Youth Connect. C'est une mission délicate. On en parlera en deuxième dorsale. Voilà, mais je voulais dire que vraiment les jeunes, je les invite à s'investir dans l'agriculture et dans la transformation. Françoise Pouanné, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique au Cameroun de changer de paradigme de développement? Autrement dit, est-ce qu'il y a une réelle volonté de passer à une économie de consommation, à une économie de transformation? Je crois qu'on peut y arriver. Si les autres l'ont fait. Est-ce qu'on veut y arriver? Pourquoi on ne veut pas y arriver si le chef de l'État s'époumonne comme il le fait tout le temps? C'est pour ne pas y arriver. Je crois qu'il va finir par arriver. Puisque vous savez, j'ai l'impression qu'on y prend le chemin, là, exactement. Mais, puisqu'il fait tout ce qu'il fait là, il fait ça pourquoi? Parce que lui-même voudrait voir que les choses bougent. Il voudrait voir que les choses bougent. Mais il n'est pas le seul acteur. Il y a plein d'autres acteurs. Il faudrait que les gens apprennent à être responsables. Parce que vous avez même dans les ministères, certains membres du gouvernement, ils vivent comme si demain ils vont déménager pour aller au Tchad. Pourtant, ils sont là pour construire le pays. Il faut qu'ils soient responsables, tout simplement, et qu'ils se mettent au travail. Vous pensez que les autres font comment? Vous pensez que les autres font comment? Regardez la Chine, il y a 30 ans ou 40 ans, on nous raconte que c'est le Cameroun qui les aidait. Regardez où ils sont aujourd'hui. Ils sont les géants du monde. Vous avez parlé du Rwanda tout à l'heure. Ils sortent du guerre depuis 2012. Vous avez vu comment le Rwanda, de 2012 à 2020, ça fait 8 ans.
Donc tout ça, M. Sandjon, c'est de la volonté. Tout simplement. Parlons d'un autre sujet qui convoque de nouveau la volonté politique au Cameroun. Le Fonds monétaire international encourage le Cameroun à lutter contre la corruption. Françoise Pouené, à votre avis, vous avez l'impression que nos gouvernants au Cameroun veulent vraiment lutter contre la corruption? Si oui, comment vous expliquez qu'en 2020, qu'on ait une loi au Cameroun qui impose de déclarer ses biens avant d'exercer une fonction, et cette loi n'a pas de décret d'application aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une volonté politique de combattre un fléau qui fait pourtant beaucoup de mal à notre économie? Est-ce qu'il faut le décret d'application pour déclarer ses biens? Moi, j'ai déclaré mes biens. Oui, vous? Moi, je déclare mes biens. Mais les gestionnaires je les ai de déclarés. La fortune publique ne l'ont pas fait. Vous êtes dans le secteur privé. Mais ils l'ont pas Ceux fait. qui gèrent l'argent de l'État ne le font pas parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Pourquoi? Ils le font pas, mais à tort. Ils le font pas parce que justement, qu'est-ce qu'il leur... même les autres ne font pas leur travail. Parce que normalement, si on recensait les biens des fonctionnaires, on devait même les taxer dessus. Bien sûr. Bien sûr, M. Sandjon. Il ne faut pas absolument attendre le décret d'application du chef de l'État pour aller déclarer ses biens. Et c'est pour ça quand je dis souvent, je suis milliardaire, les gens disent, mais Bava, toi, dit qu'elle est milliardaire. Je dis, mais parce que j'ai ma fortune, je peux justifier. La plupart des personnes ne peuvent pas justifier leur fortune parce que c'est de l'enrichissement illicite. C'est pour ça qu'on est dans un pays spécial au monde, je vous assure. Le seul pays au monde où les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et pourquoi Et quand je dis ça, il n'y a pas de décret, Françoise Pouené? Est-ce que c'est le décret? Le plan. Est-ce que c'est le décret? Pourquoi l'article 66 sur la déclaration des biens n'a pas de décret d'application en 2020? Est-ce que si ce décret d'application est signé et ils ne déclarent pas leurs biens, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le décret d'application peut être signé, il ne déclare pas. Et c'était la condition pour exercer une fonction dans le pays. Il ne déclare pas. S'il ne déclare pas, qu'est-ce qu'on va faire? Non, moi je pense que ce n'est pas simplement le problème de décret d'application. C'est plus profond que ça. Oui. Je pense que les Camerounais doivent déclarer leur fortune. Tout simplement. Tout simplement. De manière spontanée. Mais bien sûr. Très bien. On est en train de parler d'un pays qui a été classé en 2019, 28e pays le plus corrompu au monde par l'ONG Transparency International. À la lueur où vont les malversations constatées dans notre pays, le Cameroun, Françoise Pouené, vous parliez tout à l'heure de l'enrichissement illicite. Est-ce qu'il ne faudrait pas une loi contre l'enrichissement illicite? Moi, je crois encore parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que le Cameroun est aujourd'hui le seul pays au monde où les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires et ne s'en cachent pas. C'est-à-dire en plein centre, ils construisent des grands immeubles au-dessus de tout le monde. Ils ne sont donc pas inquiétés? Non, ils ne sont pas inquiétés. S'ils étaient inquiétés ou s'ils pensaient même que demain, on peut les interroger sur leurs avoirs, ils ne feraient pas comme ça. Mais c'est ce qu'ils font. Aux yeux au-dessus de tout le monde. Vous-même, vous savez, tout le monde le sait. Et chacun va et vient. Est-ce que c'est à moi de les dénoncer? Ce n'est pas mon rôle de les dénoncer. Puisque tout le monde les connaît. Et ils sont là. C'est comme le tribalisme dont on parlait tout à l'heure, où vous me disiez de vous présenter des exemples. Ils sont là. Ceux qui entretiennent le tribalisme, ils sont là, ils sont connus. Mais ils vont et viennent. Et ils font ce travail, qui est leur fonds de commerce. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État continue de travailler, continue de se battre. Spécifiquement sur la question justement de la corruption et l'enrichissement illicite. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui... On continue d'observer des immeubles sortis de terre sans qu'on soit capable de justifier évidemment les programmes de fonds. Au jour d'aujourd'hui, le Camerounais lambda, celui qui est devant votre portail là, qui ouvre votre portail de votre chaîne de télévision, si je veux parler, il va dire, il broute là où on l'a attaché. Chacun broute maintenant là où on l'a attaché. Il est attaché là-bas au portail et il broute là-bas. C'est devenu la règle.
Vous voulez qu'on fasse comment? Quand vous avez un dossier dans un bureau, vous venez. Si vous n'attachez pas l'enveloppe sur le dossier, est-ce que le dossier va bouger? Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, y compris au niveau de la justice. Tout le monde est au courant. Est-ce que c'est un fait nouveau? Donc moi, je pense que c'est si profond que vraiment, je profite de votre chaîne hein, pour inviter les uns et les autres à un peu de conscience. Parce que c'est notre pays, c'est nous qui allons construire le Cameroun. Personne ne peut aimer le Camerounais plus que les Camerounais. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Donc je pense que nous devons prendre cette affaire de corruption au sérieux. Tout simplement. Et vous invitez donc les Camerounais à faire preuve de quoi? De probité, c'est tout. Bien sûr. Vous demandez aux gens d'être touchés par le Saint-Esprit. Mais bien sûr, d'avoir la crainte de Dieu. Et s'il est établi que Jésus-Christ reviendrait, et s'il revient et qu'il trouve que je me suis comporté comme ça, comment je vais faire? C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Pascal. Parce que quand Pascal dit, et si jamais Jésus reviendrait et que je n'avais pas cru, qu'est-ce que je perds si je crois? C'est ça. Avec la complicité de la réalisation, on va prendre une transition pour la deuxième articulation de cette phase d'échange. A tout de suite. Retour dans ce studio d'Info Télévision pour cette livraison de la ligne rouge ce soir. Vous pouvez également réagir en direct ce soir à travers un code d'accès qui vous sera d'ailleurs communiqué au bas du petit écran pour adresser sans doute vos questions à l'invité ce soir. Françoise Pounet, on va parler du projet Youth Connect Cameroun. Vous êtes ambassadrice de ce projet gouvernemental et depuis le 10 août 2020, si je ne m'abuse, vous avez donc offert des sessions de formation en cette filière. Quel est le but visé? Youth Connect Cameroun, c'est une nouvelle vision présidentielle. C'est un nouveau projet gouvernemental. Le chef de l'État a décidé de lancer ce projet le 9 décembre 2019. Et l'honneur et le choix a été porté sur moi de porter ce projet si cher aux yeux du président de la République et si cher aussi aux yeux des Camerounais comme ambassadrice. Mais il faut dire déjà que j'étais déjà dans le Youth Connect, hein, mais à petite échelle, parce qu'il s'agit de former les jeunes, le réarmement moral, le développement personnel, l'intelligence financière, le marketing des réseaux, la force de vente et le leadership. Et il s'agit également de financer les start-up, les nanocrédits et bien entendu le post-financement. Donc on a été finalement installé dans cette activité qui a un mois à peine. Et donc on vient de lancer le premier QV de formation qui est en train de se tenir en ce moment pour 14 jours. À la fin de ces formations, bien entendu, on va financer les prototypes. Parce que on s'est rendu compte que l'État accompagne beaucoup les jeunes. Mais je crois qu'il n'a pas la bonne cible. Parce qu'il faudrait déjà qu'on amène les jeunes à avoir des prototypes. Et après les prototypes, ils vont bénéficier des micro-financements pour accompagner leur projet. Et cela se fait bien entendu conjointement avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. En quoi le projet Youth Connect, ce projet gouvernemental, est si différent des autres programmes de réinsertion
social des jeunes lancé par le gouvernement? Parce que le Youth Connect a la spécificité que ça a des partenaires. C'est un projet qui vient du Rwanda. Parce que quand le Rwanda sort du génocide en 2012, le président Paul Kagame crée donc le Youth Connect. Parce qu'il faut changer la mentalité des jeunes après la crise. Et le but, c'était de créer environ 10 000 emplois jeunes nouveaux et de faire environ 5 000 à 10 000 leaders au Rwanda. Et au bout de 5 ans, en 2017, je crois que l'objectif était presque atteint. Donc c'est un peu la même chose au Cameroun. Et nous avons donc dans ce projet, on a les Nations Unies, le PNUD et toutes les agences, que ce soit l'UNESCO, tous les agences sont impliqués dans ce vaste programme. Donc c'est un peu ça la différence. Et la nouveauté, c'est que les projets vont désormais être sélectionnés avec l'implication de la Fondation Pouené, dont je représente. Pour les libertés. Voilà, donc ça va être la différence en fait. Parce que même l'État s'est rendu compte que l'État investit beaucoup, ne croyez pas, sur les jeunes au Cameroun, mais sans avoir de la lisibilité. Parce que quelquefois, ce n'est pas la bonne cible. J'en discutais d'ailleurs l'autre jour avec une grande dame qui me dit, mais Mami Nyanga, ce que tu dis m'intéresse tellement que j'ai un cousin qui a bénéficié de l'accompagnement de l'État de 3 millions de francs. Et la première des choses qu'il a fait, c'était d'aller doter sa femme. Doter sa femme et revenir dire à cette dame, mais vraiment, maintenant on me respecte déjà dans ma belle famille parce que j'ai déjà payé la dot de ma femme, j'ai déjà intégré mon appartement et avec le reste d'argent, j'ai acheté ma moto. Je suis venue te présenter ma moto. Voilà ma moto garée dehors. Voilà. Pourtant, il a bénéficié de 3 millions de francs. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. Ne croyez pas que l'État ne fait rien. C'est pour ça qu'il faut réarmer le moral des jeunes. Et le Youth Connect, c'est changer la mentalité. C'est une demande. Il faut aujourd'hui, parce que l'État donnait tout cet argent sans que les jeunes soient formés. Aujourd'hui, c'est après la formation qu'ils vont bénéficier des microfinancements. On revoit dans le schéma de pensée, mais je me suis intéressé de très près justement à ce programme de formation et d'appui aux jeunes. Et j'ai remarqué que la manifestation d'intérêt pour la formation que vous évoquez de 30 000 francs CFA, oui. Françoise Pouené, est-ce que ce n'est pas excessif pour des Camerounais dont une immense majorité vit avec moins d'$1 par jour? Mais vous avez vu l'engouement. On a lancé l'appel à candidature. Au bout de 48 heures, on avait 200 candidats. Mais nous ne pouvons recruter dans ce premier contingent que 50. Et ce sont des formations qui durent 14 jours. Et ce sont des formations qui coûtent normalement 150 000 francs CFA, dont la Fondation Pouené pour la liberté paye 80% de cette formation. Le ministère de la Jeunesse paye 30%. Et les 30 000 francs représentent la manifestation d'intérêt. Parce que si les jeunes ne payent pas la manifestation d'intérêt, non seulement ils ne vont pas être constants, ils ne viendront pas tous les jours, mais si c'est complètement gratuit, les uns viendront troubler les autres. Et c'est pour ça qu'il faut que cette formation soit payante. C'est la manifestation d'intérêt. Parce qu'on peut payer une formation professionnelle de 14 jours à 30 000 francs. C'est pas possible. C'est pas possible. On va dire un mot sur la promotion de l'import-substitution. On parlait tout à l'heure et on va évoquer la question de la production locale. Le Cameroun veut donc promouvoir l'import-substitution et la production locale durant les trois prochaines années. Françoise Pouené, à votre avis, quels sont les leviers de la relance économique pour le Cameroun qui éclaireront son émergence à l'horizon 2035?
Mais il faudrait que les jeunes s'intéressent, que les jeunes soient des jeunes engagés. Et il faudrait que l'État regarde, se tourne définitivement vers la terre, vers l'agriculture et ensuite vers la transformation, tout simplement. Tout simplement. Comment même vous pouvez imaginer qu'on soit dans un pays où tout est à faire? C'est le même paradoxe que je disais tout à l'heure avec les banques. On est dans un pays où tout est à faire, où les gens manquent quoi faire. Mais c'est quand même un problème. On est dans un pays où les universités ne sont pas construites, les aéroports ne sont pas construits, les chemins de fer ne sont pas construits, les hôpitaux ne sont pas construits, l'agriculture n'est pas modernisée. Donc on est dans un pays où rien n'est fait, où tout est à faire, où les jeunes manquent quoi faire. C'est un problème. C'est un problème. Je ne dis pas qu'il faut toucher tous les secteurs le même jour. C'est pour ça que je parle essentiellement de l'agriculture et de la transformation. On peut commencer par ce petit bout pour intéresser les jeunes, les femmes à l'agriculture et ensuite à la transformation. Pour consommer même camerounais. D'accord. Sinon, s'ils ne transforment pas, on va consommer camerounais quand et comment? C'est de ça qu'il s'agit, M. Sandro. Que pensez-vous des programmes agropoles qui ont été lancés par le gouvernement dans cette optique? Oui, mais on attend que ça démarre parce que le programme a été lancé. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas démarré. On attend qu'il démarre, on verra bien comment ça va s'ajuster sur le terrain. Un mot à présent sur... on parle un peu de politique. On parlera un peu de politique ce soir pour évoquer la question de l'engagement des femmes au Cameroun. Je vais me livrer à quelques exercices ce soir, quelques chiffres que j'ai pu avoir. À la suite des municipales de février 2020, 327 femmes sur 958 ont été élues adjoints au maire. Cela représentait 34% des cadres supérieurs des conseils municipaux contre 19,7% il y a 15 ans. 39 femmes au Cameroun sont maires à part entière, soit une augmentation de 6,6%. C'est passé de 6,6% à 10,42% entre 2013 et 2020. Mais curieusement, aucune femme n'est maire de ville au Cameroun. Est-ce normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Cette remarque n'est pas faite seulement par vous, Monsieur Sandjon. Nous aussi, on a fait ce constat de voir que parmi les 14 super maires du Cameroun, il n'y a pas une seule femme. Et on est comme ça au XXIe siècle. Et on est dans un siècle où nous demandons la parité. Mais je dis que les femmes ne vont pas baisser les bras. On va continuer de travailler. On va continuer de s'investir. C'est parce que c'est un Mais poste je trop pense compliqué que- pour les femmes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est compliqué par rapport à quoi? C'est c'est une, compliqué c'est une par lourde rapport à quoi? responsabilité d'administrer une ville entière. Pourquoi? Ça dépasse un département ministériel? Est-ce que ça dépasse un département ministériel? Être un maire de ville? Est-ce qu'un maire de ville dépasse d'être un chef d'État? Est-ce qu'il n'y a pas les femmes chefs d'État? Regardez aujourd'hui le pays le plus puissant de l'Europe, c'est géré par qui? C'est pas par une femme, Madame c'est Merkel. Ouais. Merkel. Et regardez tout à côté de nous ici, en Centrafrique. C'est une femme qui est mise à défense en Centrafrique. C'est un pays en guerre. C'est une femme qui est ministre des Affaires étrangères, ici à côté, en Centrafrique. En quoi pensez-vous qu'une femme n'est pas capable d'être super mère? Mais c'est péjoratif, Monsieur Sandjo. Mais les femmes sont capables de faire beaucoup de choses. Oui. Et c'est pour ça que je les invite à davantage de la détermination, à se donner même cette valeur. Parce que comme vous le dites là, beaucoup des hommes, parce qu'on est dans une société systématiquement au masculin, ils pensent que les femmes ne peuvent pas. Regardez-moi aujourd'hui,
Regardez toute la fortune que j'ai, regardez mon empire. Je ne suis pas une femme. Est-ce que c'est un homme qui vient gérer ça en milieu et place? Moi, je pense que les femmes doivent être prêtes. Même le chef de l'État a dit, il va désormais faire confiance aux femmes. Ça tarde à venir, mais nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Non seulement à diriger les mairies, mais à aller au-delà. Parlons du combat pour la parité des femmes au Cameroun. Est-ce que ce combat est encore d'actualité? Et ça se situe à quel niveau aujourd'hui? Et où situez-vous l'engagement des femmes en politique? C'est un combat qui est très difficile. C'est un combat qui est très difficile. Et c'est pour ça que depuis 3 années maintenant, j'ai mis sur pied différentes organisations pour inviter les femmes à se mettre ensemble. Parce que ce qui manque à la femme aujourd'hui, c'est la relation femme-femme. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'ennemi de la femme ne soit plus la femme? C'est ça, parce que les femmes n'arrivent pas encore à franchir ce cap, à s'adapter, à se mettre ensemble, à voir qu'elles peuvent cheminer ensemble sans que la femme soit l'ennemi de la femme. C'est pour ça que je les invite à davantage à ce partenariat. Parce que quand on parle de partenariat, hommes et femmes, c'est un partenariat qui est établi même par les règles. Ce qu'il faut construire aujourd'hui, c'est le partenariat femmes et femmes. Et si nous réussissons à construire ce partenariat, nous pouvons même dire non. C'est nous qui votons. Nous sommes majoritaires, nous les femmes. Nous sommes majoritaires. Et il n'est pas question qu'on construise le Cameroun sans les femmes. On ne doit pas construire le Cameroun sans les femmes. Françoise Pouyanné, est-ce que les femmes sont conscientes de cela? Mais c'est pour ça que je les interpelle. Je les interpelle à se conscientiser, à savoir quelles sont les plus nombreuses et quelles sont les plus intellectuelles aujourd'hui. C'est discutable. Mais oui, je vais vous dire, quand vous regardez en 1960, si vous prenez le coefficient des femmes en 1960 qui étaient médecins, regardez combien de femmes sont médecins aujourd'hui. Regardez combien de femmes sont magistrats aujourd'hui. Regardez combien de femmes sont avocats. Regardez combien de femmes sont huissiers. Regardez combien de femmes sont professeurs titulaires, agrégés des universités. Regardez, comptez. Comptez. Allez dans des grandes universités. Regardez combien de femmes sont dans les amphis. On ne peut pas dire aujourd'hui que les femmes sont comme les femmes d'il y a 1960. Je dis non. Non. Et vous allez voir comment les choses vont évoluer. Comment les choses vont évoluer. C'est pour ça que je suis déterminée, moi, en ce qui me concerne, à tirer les femmes vers l'autonomisation. Parce que sans l'autonomisation, elles ne peuvent pas s'exprimer. Eh bien, comme bientôt elles seront autonomes, mais vous allez voir. Vous allez voir. C'est le début des Et on mettra tout en œuvre. C'est sans doute aussi le début des ennuis dans les foyers. Non, mais l'autonomisation ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas respecter son mari. Et le respect devrait être mutuel, Monsieur Sandjon. Pourquoi c'est la femme toujours qui doit respecter son mari? Le mari peut aussi respecter la femme. Ça devait être mutuel, non? Puisqu'on parlait justement, on parle d'égalité, on parle de droit, on va sortir de cette phase d'échange avec le protocole de Maputo sur le respect des droits des femmes. Ce protocole qui a été d'ailleurs ratifié par le Cameroun le 28 mai 2009. Françoise Pouyanné, vous plaidez pour le respect du droit des femmes. Quelle est la situation des veuves au Cameroun? Est-ce que ce texte qui vise à faire respecter le droit des femmes en général, victimes de traitements dégradants, vous paraît respecté pratiquement 11 ans plus tard? Mais vous avez d'ailleurs pris part le 7 mars dernier à la formation que nous avons offerte à plus de 300 femmes à l'hôtel Franco sur les droits successoraux des femmes. Comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser? Vous étiez là. Donc, on est en train de se battre
On mettra tout en œuvre. Et puis, je profite de votre plateau. Vous savez, Monsieur Sanjan, les femmes ont beaucoup de problèmes. Commençons par le problème de la succession. Vous avez quel problème avec la succession? Qu'est-ce que les femmes cherchent dans la succession? Je vais vous expliquer. Quand, par exemple, la femme est diminuée depuis les cellules familiales par sa propre mère, oui, parce que imaginez-vous aujourd'hui, si moi, Mamé Nyanga, je claque le doigt ici, je dis je cherche un mari ce soir, vous savez combien d'hommes je vais avoir? Ils seront à l'appel. Et ils viendront pourquoi? Parce que je suis autonome. Ils viendront pourquoi? Parce que je suis fortunée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que j'invite les femmes à défendre leur droit de succession. Parce que quand les femmes vont en mariage, quand leurs parents décèdent, quand leurs frères vendent les biens de la famille, on considère qu'elle est déjà allée en mariage. Et quand son mari décède, parce que les hommes aussi meurent souvent, toujours avant la femme, quand son mari décède, les enfants de son mari considèrent encore qu'elle n'a pas droit à cette succession. Ils veulent que la femme fasse qu'elle devienne quoi? Et c'est pour ça que vous voyez, à 55 ans, les femmes se retrouvent dans la rue. Quand elles vont faire valoir leur droit à la retraite, elles se retrouvent dans la rue, elles n'ont pas où aller. Parce que son mari a pris une autre femme, puis c'est le remède de la femme, c'est la femme. Parce que ses parents, ses frères ont vendu les biens de la famille sans l'intégrer. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va progressivement les former de région en région sur leurs droits. Nous avons commencé à Yaoundé, mais très prochainement, on va attaquer d'autres régions. Parlez un peu de la stratégie gouvernementale de promotion du droit des femmes. Vous avez l'impression que cette stratégie marche? Les femmes prennent-elles de plus en plus conscience de leurs droits? Mais bien sûr, bien sûr. Vous avez vu à l'hôtel Franco l'autre jour, les femmes sont venues, la formation devait durer 2 heures parce qu'elles avaient des milliers de questions qu'on est allé jusqu'à 17h30. Parce qu'elles s'intéressent. Elles voudraient bien connaître leurs droits. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Avec la mondialisation, Internet, les réseaux sociaux, chacun voudrait bien connaître ses droits. Et ça, on va tout faire pour les former sur ces droits. D'accord. Avec la complicité de la réalisation, on va prendre une transition très rapidement pour avoir quelques-unes des journaux qui paraîtront ce lundi. À tout de suite. On va rapidement prendre les unes de quelques journaux qui paraîtront sur l'ensemble du triangle national dès le lundi 24 août 2020. Et on va débuter par la une de Mayoma Salado qui titre sur les projets structurants dans la région du Sud. Plus de 2000 milliards de francs CFA pour le TOP ou le FLAP. L'information est à lire en forme exclamative dans les colonnes de ce journal. Équation titre sur la face cachée du déclassement massif des bords et nous propose de revenir sur le plan ficelé par le Peuple uni pour la relevation
sociale. L'information et l'actualité qui est à lire en parcourant la une de ce journal. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Soir Tri-Hebdo pour sa part a choisi de revenir sur la bataille menée par le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, a en effet tenu un point de presse. C'était le 21 août 2020 dans la salle des conférences de son département ministériel pour apprécier les avancées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ecosanté titre sur le plan d'urgence triennal et nous propose en une à lire les 8 centres hospitaliers régionaux de référence qui seront bientôt opérationnels. Une information qui est à lire en une de ce journal. Dans le cadre de la promotion du bilinguisme dans les ministères, la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme nous informe Horizon a décidé de constituer 13 équipes qui vont se déployer dans 38 ministères pour apprécier et évaluer l'effectivité de l'implémentation du bilinguisme. C'est une information qui est évoquée en parcourant l'article qui est publié en une du journal The Horizon. L'actualité qui fait l'objet de développement à présent dans les colonnes du journal. Le quotidien Émergence nous propose de revenir sur le drame qui a frappé la ville de Douala. L'information qui est à lire en une de ce journal nous propose le film des événements et de leçons à tirer après l'inondation qui s'est abattue dans la capitale économique du Cameroun. Avenir, pour sa part, revient sur la coopération entre le Cameroun et le Brésil. L'hommage de la Marine nationale au capitaine de frégate brésilien Arthur Éloi Roman et l'information qui est à lire quasiment en pied de une de ce journal. Intégration, pour sa part, a choisi de titrer sur l'entreprise de téléphonie mobile Orange. L'information est à lire en une de ce journal Intégration. L'actualité qui barre la une du journal Éco-Matin, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le journal titre sur les banques pessimistes sur les perspectives à long terme. Le journal Sans Détour, pour sa part, parle de revendications sécessionnistes. L'information qui est à lire en une de ce journal revient sur les revendications formulées par quelques acteurs de cette crise anglophone placés en détention. Indépendant d'ailleurs à ce sujet a choisi de dresser et de faire une sorte d'autopsie, mais cette fois-ci l'autopsie de l'échec pour ce qui est de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est une information qui barre la une du journal Indépendant. Le minier, pour sa part, titre sur la production d'or et le journal nous propose de revenir sur l'impact du Covid-19 dans le cadre de la production de ce minerai. Le journal Reporter Hebdo revient sur la trajectoire exceptionnelle de Jean-Pierre Amougou Belinga, présenté comme le Silvio Berlusconi camerounais, selon l'information qui est à lire en une de ce journal. Dominios, pour sa part, revient sur la question de la décentralisation en une et nous propose de revenir sur le renforcement des capacités initié par le maire de la commune de Douala à 3e. Le Palais d'Hebdo est, pour sa part, en une, choisi de revenir sur le temps de la réconciliation du peuple écan, en précisant évidemment que le pardon et la réconciliation doivent être à l'ordre du jour. Le journal de Guardian Post d'expression anglaise parle du projet de reconstruction des régions anglophones et revient sur le climat qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La Voix du Centre nous propose sa série de rapports sur la gestion de More Women in Politique, cette organisation non gouvernementale qui est chapeautée par l'actuelle présidente du conseil d'administration de l'agence des régulations des télécommunications, Justine Diffo. Comme commune actuelle, pour sa part, choisit de revenir cette fois-ci sur le travail qui est abattu par le ministre Gaston Elundou Essoma pour favoriser l'approvisionnement en eau potable au Cameroun. Maud Binam, pour sa part, titre cette fois-ci sur les grandes villes qui sont donc en danger. L'information qui est à lire en une de ce tabloïd nous précise que les inondations ont en effet frappé plusieurs villes du Cameroun. Le journal Mot Binama a choisi à ce sujet de dresser le bilan des inondations qui se sont donc abattues il y a quelques jours dans plusieurs villes camerounaises. C'est d'ailleurs à travers la une de ce journal que nous mettons la clé sous le paillasson de cette livraison de la ligne rouge ce soir, non sans dire merci
à Françoise Pouenet d'avoir accepté notre invitation. Merci Françoise d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Restez fidèles au programme de la télévision Info TV qui se poursuit. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. S'il plaît à Dieu, bien bonsoir.